bienvenue dans cette keynote sur bien préparer la certification PL900. Donc, premièrement, on va commencer par remercier les sponsors sans lesquels cet événement ne pourra pas être organisé. Je remercie au passage aussi les organisateurs qui passent des nuits blanches depuis, depuis les derniers jours pour que tout se passe très bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, je suis Estelle Auberic, je suis architecte solution. Je suis en cours de création d'une société d'innovation qui s'appelle Yokela. Je suis experte en cloud, edge cloud, cybersécurité, IoT. Donc, dans mes hobbies, c'est les robots, les quantum computing. Donc, moi, j'ai un background plutôt infrastructure, pas du tout développeur, d'où en fait mon intérêt pour la Power Platform. Donc, je suis accessoirement membre organisateur de AMS, qui est l'une des communautés qui organisent cet événement, cofondatrice de la ZUGFR, et je vais bientôt lancer une nouvelle association qui est Cloudr City, qui va être destinée à aider les personnes en difficulté, les femmes, enfin les personnes qui le veulent surtout, à réussir leur certification professionnelle, d'où le fait que je donne ce type de conférence. Au niveau de l'agenda, en fait, je vais vous faire une introduction assez rapide sur l'intérêt des certifications. Je vais vous présenter la certification PL900, donc c'est la Power Platform Fundamentals. La préparation à l'examen, donc quelques conseils. Vous parlez en fait des offres de Microsoft, comment finalement passer cette certification gratuitement, parce que c'est possible en ce moment. Et en fait, quelques pistes pour aller plus loin par rapport à tout cela. Donc, pourquoi passer une certification? Donc, je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez déjà un certain intérêt. Au niveau pour les étudiants ou pour les professionnels, en fait, débutants, ça permet en fait d'accélérer une procession, la progression en fait dans votre carrière, parce que surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est la validation, ça permet de démontrer vos connaissances, vos compétences, même si en toute objectivité, la certification, Microsoft et toutes les autres, parce que j'en ai vu aussi chez Google et chez Amazon, les questions sont très proches de cas réels, mais dans le monde réel, vous pouvez faire des choses qui sont différentes, qui font que, par exemple, vous auriez faux dans la certification, mais ça serait quand même valable dans la réalité. C'est un petit peu, pour analogie, la différence entre quand vous passez votre code, pour ceux qui ont passé leur code de conduite, donc du coup, les questions que vous avez dans le code sont toutes des questions qui sont par rapport à des photos issues de cas réels, mais finalement, dans la vie réelle, vous prenez d'autres habitudes, etc. Vous n'êtes pas forcément les plus respectueux du code, ce qui fait que vous auriez raté votre code, mais ça ne vous empêche pas de conduire, ça ne vous empêche pas, ça n'implique pas que vous soyez forcément un danger sur la route. Enfin, là, c'est sous toute réserve des erreurs que vous faites. Mais donc, voilà. Et au niveau de la certification, c'est un petit peu l'intérêt. Après, c'est aussi une façon de monter en compétence. C'est-à-dire, pour l'exemple là de PL900, qui n'est pas du tout dans mon domaine, ben moi, le fait de passer la certification PL900 me permettait en fait d'aborder un nouveau domaine. Et du coup, c'est ce qu'on considère comme étant une montée en compétence. C'est aussi parce que j'ai fait, là au mois de décembre, je me suis amusée, comme j'ai eu l'opportunité d'être modératrice dans des webinars organisés par Microsoft sur la préparation de certification. Je me suis amusée en étant modératrice sur 3 webinars qui étaient AI900, donc Azure Intelligence, enfin Artificial Intelligence Fundamentals, AZ900, Azure Fundamentals et DP900, donc Database Fundamentals. J'ai fait les 3 webinars en tant que modératrice et derrière, je me suis amusée à passer les certifications avec une petite pression qui était que je suis supposée être une experte et je me disais que si j'ai raté la certification, ça aurait peut-être prouvé que j'étais finalement pas compétente. Alors, tant mieux pour moi, je les ai obtenues. Et en fait, à ma surprise, et je pense que s'il y a quelques experts dans l'Assemblée, ça peut être pertinent pour vous. En fait, je me suis rendu compte que, par exemple, Azure, qui est en fait une plateforme, et c'est un produit que moi je connais depuis que ça s'appelait Red Dog, c'était en 2008, donc ça ne nous rajeunit pas. Moi, je suis toutes les évolutions d'Azure. J'ai la chance d'être en connexion avec les chefs de produits de plusieurs produits dans Azure.
donc je suis supposée être une experte, et bien la Azure Fundamentals, très étonnamment, m'a permis d'apprendre des choses. Parce que comme toutes les personnes qui apprennent de manière autodidacte, ce qui est le cas dans beaucoup de domaines en informatique, et surtout quand vous êtes rentré déjà dans le monde professionnel, où vous continuez à améliorer vos compétences, du coup vous devenez autodidacte sur toutes les nouvelles connaissances que vous apprenez. Et ben en fait, vous vous rendez compte que finalement, on apprend sur le tas, on apprend avec des cas pratiques, c'est très bien, ça permet d'être expert, mais en fait, on passe sur certaines bases. Et ces certifications XX 900, donc AZ, AI et la PL 900, vous permettent en fait de valider que vous avez bien acquis toutes les bases en fait sur le domaine dans lequel vous exercez. Et quand vous démarrez sur ce domaine, ben, au moins ça vous donne l'assurance d'acquérir les bonnes bases. Donc l'accélérateur de carrière, j'en ai parlé. Et en fait, c'est également un moyen d'actualisation des connaissances parce que les certifications sont régulièrement mises à jour. Si on prend l'exemple de Microsoft, puisque là on est sur la PL 900, la certification, en fait, pour l'instant, bon, elle est assez nouvelle, donc elle n'a pas été mise à jour, mais rien ne dit que d'ici 6 mois, 1 an, bon, plutôt 1 an, c'est pas non plus dans un cycle de 6 mois, mais dans des cycles de 1 an ou 2, régulièrement, vous allez voir que les certifications sont mises à jour. Alors là, déjà dans la préparation, vous avez le warning comme quoi depuis novembre 2020, CDS, maintenant s'appelle DataServe, etc. Donc, il y a des nouvelles typologies qui ont été lancées par Microsoft. Du coup, dans la certification, c'est répercuté parce que les tests d'examen des certifications, pour le coup, là, sont régulièrement mis à jour. Et si on prend l'exemple de AZ900, si vous prenez la préparation d'une certification de Azure Fundamentals qui a été, par exemple, si vous trouvez ça sur Internet, vous trouvez une préparation qui date de 2018, eh bien, ça ne vous garantira pas d'être bien préparé pour la certification de 2021. Il vaudra mieux trouver une préparation qui aura été publiée en 2020 parce qu'entre 2018 et 2020, il y a eu des modifications de fait et même si la certification n'a pas changé de nom, elle a été mise à jour. Alors, par exemple, et d'autres fois, quand il y a des grosses mises à jour, on prend l'exemple de la certification MB900 qui est sur Dynamics 365 Fundamentals. En fait, il y a certification MB900 sur laquelle vous allez trouver des examens tests assez facilement, a été mise à jour. Maintenant, elle s'appelle la MB901 et le simple fait d'avoir changé de nom, là, implique quand même qu'il y a une différenciation assez énorme. Et pourquoi est-ce que je parle de la MB900 et de la MB901 et plutôt maintenant de la MB901? C'est parce que en fait, finalement, si vous prenez la PL900 et la MB901, vous allez être approximativement sur le scope de la MB900, initialement parlant. Et du coup, le parallélisme avec Dynamics 365 est lié au fait que la Power Platform, en fait, à l'origine, était un produit de Dynamics 365 qui prend maintenant une autonomie et du coup qui, en fait, est une certification à part. Mais en fait, vous aurez dans la certification PL900 des questions relatives en fait aux connexions avec Dynamics, aux connexions, voire à l'utilisation de Dynamics 365. Donc en fait, c'est pour ça que je me permets dans cette introduction de vous en parler parce que je ne le reparlerai pas derrière puisque je fais plus un focus sur la PL900. Donc qu'est-ce que la certification Platform Fundamentals, Power Platform Fundamentals? Donc les compétences mesurées, en fait, on vous demande de savoir décrire la valeur commerciale de Power Platform, de savoir identifier les essentiels de les éléments essentiels de Power Platform, de pouvoir démontrer les capacités de Power BI, les capacités de Power Apps, les capacités de Power Automate et les capacités de Power Virtual Agent, qui sont en fait les 4 briques qui composent la Power Platform. Voilà, donc du coup, l'objectif, c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble de Power Platform au sein, après, avec certaines particularités de chacune des briques des éléments de Power Platform. Donc, la valeur commerciale de Power Platform, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir décrire la valeur business des services de Power Platform
la valeur des solutions étendues de Power Platform et l'administration et la sécurité de Power Platform. Qu'est-ce que la valeur business de Power Platform? Là, pour le coup, on va finalement vous rediriger vers Dynamics 365 parce que c'est la business apps d'origine de Power Platform. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est d'être capable de démontrer que avec Power Platform, vous êtes capable, en fait, d'amener des solutions supplémentaires ou d'enrichir des solutions sur des solutions métiers existantes. Alors, comme on est dans l'écosphère de Microsoft, les solutions métiers existantes, c'est bien entendu Dynamics 365, mais le fait que Power Platform maintenant soit désengagé de Dynamics, soit devenu un produit autonome, ça fait qu'en fait, vous pouvez vous retrouver à rajouter ou à pouvoir améliorer des expériences sur d'autres produits de Microsoft 365, puisque là, on se retrouve à être dans une écosphère beaucoup plus importante qui est celle de Microsoft 365. Et vous avez beaucoup d'exemples, en fait, de développement d'applications en mode Power Apps pour Teams, par exemple, puisqu'en ce moment, c'est le grand sujet du moment, c'est Teams, mais rien ne vous empêche de développer des Power Apps pour PowerPoint ou même créer, par exemple, des bots pour Outlook, enfin, puisque là, il y a aussi des tutoriels là-dessus, créer des Power Virtual Agents qui fonctionnent avec Outlook, avec, par exemple, SharePoint, en utilisant les listes SharePoint, etc. Donc, c'est un petit peu ce qui va créer le ciment et ou le lien d'un applicatif entre des applications existantes dans Microsoft 365 ou dans des briques de Dynamics 365. Et si à un moment donné, cela ne répond pas à votre besoin, c'est là où en fait on ajoute une valeur business parce que justement ça permet d'améliorer ou d'enrichir en fait l'expérience de telle sorte à avoir une meilleure réponse en fait à vos besoins grâce en fait aux outils qui sont fournis par Power Platform. Donc le deuxième point qui va être demandé de maîtriser dans cette certification, c'est de savoir identifier les éléments essentiels de Power Platform. Donc, qu'est-ce que sont les éléments essentiels de Power Platform? C'est le Common Data Service, qui est en fait l'espèce de data lake. Enfin, c'est un raccourci un petit peu rapide, mais en fait, c'est l'endroit où toutes les données sur lesquelles vous allez pouvoir piocher vont être stockées. Et comme c'est en fait, c'est un espace de stockage de données sécurisé qui a une certaine normalisation par rapport justement aux besoins de Power Apps, de Power BI, de Power Virtual Agent, etc. Du coup, ça vous permet d'avoir une garantie de sécurité. Et en fait, au niveau de la sécurité, puisqu'on devait en parler un petit peu juste avant aussi, ça raccroche aussi par rapport à tous les outils de sécurité que vous pouvez trouver dans Microsoft 365, notamment sur la DLP, qui est la Data Loss Prevention, c'est-à-dire tous les outils qui permettent de prévenir la perte de données en fait, dans votre entreprise, et les outils de sécurisation ou les outils en fait, d'authentification, ce qui vous permet par exemple de donner avec les RBAC, les Role-Based Access, ça vous permet en fait de définir qui a le droit de faire quoi, sur quel type de données, qui peut accéder, qui peut écrire, modifier, supprimer, etc. Donc du coup, en utilisant les polices de sécurité dans Microsoft 365, ça vous permet de beaucoup plus, comment dire, d'affiner en fait les niveaux de sécurité que vous pouvez donner et garantir en fait soit à votre direction, soit à vos clients, soit même aux deux, et aussi en termes au niveau législatif dans le cadre des réglementations européennes de RGPD. Donc voilà. Après, dans les éléments essentiels, il y a les connecteurs. Alors pourquoi un connecteur c'est essentiel? Parce que sans connecteur, en fait, on ne peut pas se connecter aux données. Et en fait, sans données, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Et de toute façon, ce sont maintenant quasiment les données qui créent la richesse dans une entreprise, en fait.
Et le AI Builder, parce qu'en fait, c'est une interface donc issue d'Azure. Du coup, vous retournez dans Azure quand vous faites de l'AI. Et l'AI Builder, en fait, c'est vous avez une interface qui vous permet en fait de créer vos propres modules ou ou les utiliser par exemple pour les bots avec de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui vous permet très très facilement d'utiliser les modules des Cognitive Services ou éventuellement le Azure Machine Learning si vous décidez de faire du machine learning sur vos données. Donc, voici pourquoi ce sont les éléments essentiels de Power Platform, parce qu'en fait, c'est ce qui vous permet de faire le lien, donc les données, comment connecter les données et après potentiellement enrichir ces données avec de l'intelligence artificielle. Après, on vous demandera aussi de savoir démontrer les capacités de Power BI. Donc, démontrer les capacités de Power BI, en fait, c'est connaître déjà tous les composants communs à Power BI, savoir ce qui peut se faire dans Power BI Desktop par rapport à Power BI version web, enfin la version en ligne, puisqu'en fait, les deux vous permettent de faire des choses communes et des choses différentes. Donc, en fait, il va falloir que vous sachiez, et ça, dans l'examen, vous avez potentiellement des questions sur le sujet, savoir si, par exemple, quel est le Power BI qu'il va falloir utiliser si vous voulez créer un report ou un dashboard ou si vous voulez partager vos données, si vous voulez partager vos tuiles, si vous voulez les publier, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va vous demander de savoir maîtriser. On va vous demander de connaître en fait, c'est moins que maîtriser, puisque là, on est quand même sur du fundamentals, mais on vous demande de connaître, en fait, aussi les concepts de connexion et de consommation des données. C'est-à-dire que dans Power BI, c'est un outil de data visualisation, donc vous pouvez faire de l'analytics, etc. Mais vous ne faites rien si vous n'avez pas de données. Donc en fait, comment vous allez vous connecter à ces données et de quelle façon vous allez les consommer? Alors, qu'est-ce que signifie les consommer? Ça veut dire, est-ce que les données, vous les récupérez par paquet, c'est-à-dire vous avez déjà toutes vos données dans une base de données, c'est statique, vous les récupérez et vous travaillez dessus, ou est-ce que ce sont des données que vous allez récupérer en mode streaming, c'est-à-dire est-ce que vous les récupérez au fil de l'eau? Ça, c'est ce qu'on aura l'habitude d'avoir, par exemple, dans des concepts d'IoT, c'est-à-dire que finalement, vous avez des capteurs et recevoir toutes les informations d'un capteur de température d'un seul coup, ça n'a franchement pas trop d'intérêt parce que quel est l'intérêt pour vous de savoir que dans une journée, on est passé, mais de ne l'avoir que d'un seul coup. Ce qui est intéressant, par exemple, dans ce type d'exemple, c'est d'avoir ces données au fil de l'eau et de voir effectivement l'évolution des données. Et c'est ce qui va, par exemple, permettre dans le cadre de projets de predictive maintenance, si par exemple on a un capteur de température, qu'on sait que la température est un élément critique pour un élément, on surveille la température et si on voit que la température monte trop haut ou descend trop bas, on se retrouve à déclencher des seuils d'alerte et pouvoir déclencher des actions. Donc voilà, ça c'est le concept. Alors, au niveau de Power BI, c'est au niveau des dashboards qui va pouvoir se voir d'un point de vue visuel, mais en fait au niveau de Power BI, vous avez aussi la possibilité d'effectuer des actions, de déclencher des actions. Donc, du coup, c'est ce qui va vous permettre de le faire. Et comment élaborer un tableau simple avec Power BI? Parce qu'on est toujours, là je le rappelle, dans une certification Fundamentals, ce qui signifie que finalement, on ne va pas vous demander d'aller au fond, mais on est sur les bases. Donc, comment faire un tableau? Parce que finalement, on se dit que si vous savez faire un tableau avec 2 ou 3 tiles, donc les tuiles, vous pouvez le faire avec 15. Hein. Maintenant, on ne va pas prendre le temps de vous expliquer comment le faire avec 15 si vous savez le faire avec la base, quoi, en fait. Donc, on vous demandera aussi de savoir décrire les capacités de Power Apps. Donc, on a commencé par Power BI, on passe sur le deuxième bloc de Power Platform qui est Power Apps. Donc là, c'est pareil, on vous demande de connaître les composants communs de Power Apps, de connaître le processus de création d'une application Canvas, donc toujours basique aussi, parce qu'après, on peut toujours aller plus loin, de savoir décrire le concept des portails de Power Apps et la création de l'application Model Driven Basic. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les 3 types d'applications que vous allez créer dans Power Apps. Donc, soit du Canvas, soit du portail, soit du Model Driven. Le Canvas, on part des besoins métiers. Le portail,
on est plus dans un concept où on va partager dans des communautés, etc. Et là, en fait, on publie web, alors qu'en Canvas, on va publier sur une tablette ou sur un téléphone. Et l'application en model driven, elle est mise en dernier parce que c'est l'application, entre guillemets, qui est la plus customisable. C'est la moins, parce que le portail, vous allez fonctionner en wild UI, c'est-à-dire avec un outil graphique. Le model driven, en fait, vous partez de votre base de données, de votre structure de données. C'est un petit peu à vous de tout faire et derrière, vous allez tout customiser. Même si vous êtes accompagné, la model driven, l'application model driven, donc à base d'un modèle, est un petit peu plus complexe à mettre en place que les deux premières. Mais à chaque fois, ça ne répond pas toujours aux mêmes besoins. Donc, c'est un peu important d'avoir le choix. Ensuite, on vous demande de démontrer les capacités de Power Automate. Donc, Power Automate, en fait, c'est l'outil qu'on appelait avant Flow. C'est celui qui permet de faire de la RPA, c'est la Robotic Process Automation. C'est l'outil qui vous permet d'automatiser les processus métiers. Donc, qu'est-ce qu'un processus métier? Par exemple, je vous donne un exemple assez concret. Vous êtes dans une entreprise, on prend le département des ressources humaines, on va considérer que le processus métier de l'arrivée d'un nouvel employé, c'est quand il va arriver, il va falloir lui créer son compte, il va falloir lui créer tout son dossier administratif dans la société, on lui fait signer certains papiers, machin, etc. Il va aller chercher son ordinateur si c'est une société d'informatique, par exemple. Derrière, il y a le process d'intégration. Est-ce qu'on lui donne, entre guillemets, un mentor ou un parrain pour l'accompagner dans la société au début? Est-ce qu'on met en place un parcours de formation déjà dès le début, un parcours de motivation, enfin, ça dépend des entreprises. Donc finalement, comme ce sont des tâches qui sont récurrentes, dès qu'il y a de la récurrence, on peut considérer qu'il y a potentiellement un sujet à robotisation. Alors là, on n'est pas en mode hardware, hein, on est vraiment dans le mode software, c'est-à-dire automatisé. Et c'est pour ça que là, ça s'appelle Power Automate et pas robot, automate ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, en fait, c'est le concept d'automatiser des processus. Donc dès que vous avez un processus dans votre entreprise où vous faites toujours la même chose, ce n'est pas anodin de se dire est-ce que je ne peux pas l'automatiser? Comme ça, si vous l'automatisez, du coup, votre énergie, vous pouvez l'utiliser à d'autres tâches parfois plus intéressantes en fait. Et on vous demandera en fait dans le cadre de la certification de connaître le processus de création basique d'un flux. Donc, du coup, ça va être quels sont les steps. Alors, en général, c'est entre 3 et 5 steps. Hein, c'est rarement plus. Et du coup, dans le cadre de l'examen, ça peut être une question où on vous donne tous les steps dans un ordre aléatoire et on va vous demander de les mettre dans l'ordre pour effectivement, par exemple, dans le cadre de la question, ça pourrait être, par exemple, si je dois créer, la société Trucmuche doit créer un flux basique de machin, quelles sont les actions qu'ils doivent faire? Et là, vous devez dire, en 1, je fais ça, en 2, je fais ça, en 3, voilà, ça c'est le type de question qu'on va vous demander dans l'examen. On ne vous demandera pas dans l'examen de créer le flux. Ça, c'est clair et net. Dans une certification fondamentale, vous n'avez pas de lab à faire, vous ne rentrez pas, concrètement parlant, vous ne mettez pas les mains dans le cambouis. Mais c'est bien de savoir le faire parce que de toute façon, on va vous demander de le décrire. Donc, voilà pourquoi c'est important. Et en général, alors, tout dépend de votre capacité d'apprentissage, mais c'est toujours plus facile de décrire quand on a déjà fait la chose que lorsqu'on l'a simplement vu comme ça. La dernière brique, en fait, c'est Power Virtual Agent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bots. C'est tous ces agents virtuels qu'on peut retrouver sur des sites internet où quand vous vous connectez, vous avez un petit bip où il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que je peux vous aider ?» etc. Donc voilà, le Power Virtual Agent, ça peut être ça dans le cadre d'un site internet, mais ça peut être aussi un agent qui va
par exemple dans le cadre d'un intranet, qui peut répondre à vos employés sur des questions récurrentes, qui peuvent être, je ne sais pas, les jours de connexion du CE, je vous donne des exemples bidons, mais il y en a plein en fait par rapport à ça. Et ça peut aussi être en fait un agent, parce qu'un Power Virtual Agent, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Ça peut être aussi un bot qui va vous permettre en fait déjà de faire du tri dans vos emails ou faire par exemple de l'analyse de sentiments sur des posts ou sur des tweets qui sont faits sur votre entreprise et qui du coup peut vous envoyer des alertes en disant attention, là sur les réseaux sociaux vous avez assez mauvaise presse parce que on dénote des sentiments négatifs, etc. Donc voilà à quoi peut servir un Power Virtual Agent. Et donc, en fait, on vous demande, comme pour les briques précédentes, de savoir créer et publier. Donc là, on est toujours sur la connaissance du processus de création. On n'est pas sur la compétence de création, on est sur la connaissance. Donc, il y a une vraie différence entre les certifications 900 Fundamentals et les certifications qui sont ultérieures, où là, on va vous demander de savoir-faire. Là, on vous demande de le savoir comment faire, en fait. C'est ça la différence entre les deux. Donc, comment se préparer à l'examen? Donc, en fait, pour moi, il y a des règles d'or. C'est soyez actif, ne soyez pas passif. C'est-à-dire qu'en fait, on ne lit pas une documentation Microsoft comme ça, juste pour lire. Alors, soit vous avez une capacité de mémorisation qui est phénoménale et du coup, tout ce que vous lisez, vous le retenez, c'est du par cœur, etc. Dans ce cas-là, parfait, très bien. Enfin, c'est très bien pour l'examen. Maintenant, c'est un petit peu moins bien pour la pratique parce que c'est pas parce que vous avez une grosse dose de connaissances que vous avez la compétence derrière. Et du coup, voilà, moi, je vous invite en fait, à être très actif et pas passif. Et alors, du coup, ça veut dire que la première chose à faire, c'est que tout à l'heure, je vais vous donner des URL pour avoir accès à des webinars. Ceux qui ont eu la keynote d'hier matin, en fait, présentée par Microsoft, il y a déjà eu des dates qui sont données. Moi, je vais pouvoir en redonner d'autres un petit peu plus tard. Donc, en fait, il y a des webinars actuellement qui sont organisés par Microsoft. Donc, bon, il y en a organisés par Microsoft France. Pour ceux qui sont plus à l'aise en français, bah, c'est parfois plus pratique. Sinon, rien ne vous empêche aussi de vous connecter à des webinars organisés par Microsoft Corp. Et du coup, vous les suivrez en anglais sur des horaires souvent des heures Pacifique en PST, quoi. Vous êtes sur l'horaire de Seattle au final. Donc, mais l'objectif, en fait, de l'expérience pour avoir modéré certains de ces webinars, c'est qu'en fait, ne vous inscrivez pas au webinar en se disant, bon, je vais attendre le webinar, je vais le voir, et après le webinar, c'est bien, je vais avoir un voucher et je vais pouvoir passer ma certification gratuitement. Très bien. Sauf qu'en fait, d'expérience, pour connaître un petit peu le contenu des webinars, c'est un contenu qui est très, très dense, parce que les webinars durent une demi-journée, voire dans le meilleur des cas, 2 demi-journées et une journée. Et du coup, ça serait se leurrer que de se dire, voilà, je vais regarder 7 heures de webinar et je serai en mesure de passer la certification. Alors, c'est se leurrer, surtout si vous êtes totalement débutant. Si vous avez déjà de l'expérience et que vous êtes en mode, allez, je valide mes compétences ou je reprends mes bases, comme je l'ai dit au tout début, c'est jouable. Si vous êtes totalement débutant et pas forcément des plus à l'aise en informatique, ça, je vous le déconseille totalement parce que vous allez vous connecter au webinar et vous allez avoir une masse d'informations qui vont être très, très difficilement digestes au final. Il y a plein de choses où vous allez vous sentir perdu et à la fin, je mets, allez, 8 à 80% de chance sur le fait qu'à la fin du webinar, déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est d'avoir cette espèce de sentiment de frustration en vous disant j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à préparer en amont les webinars. En général, on se connecte rarement du jour au lendemain sur un webinar, parce que souvent, en plus, ce sont des webinars qui sont très vite complets. Donc, du coup, c'est de suivre, de lire de la documentation, de regarder, ça je vous donnerai un petit peu après, de suivre les parcours MS Learn de préparation sur la certification. Comme ça, quand vous arrivez au webinar, prenez-le plus comme étant le fait que ça va vous permettre de faire des révisions et ça vous donne l'opportunité
d'être connecté avec des experts qui vont pouvoir répondre à vos questions, parce qu'il est possible qu'en suivant le cursus de formation, même si le cursus de MS Learn, je le trouve relativement bien fait, il y a quelques points qui ne sont pas forcément couverts ou qui ne sont pas forcément très clairs. Et du coup, si ces points restent obscurs pour vous, ça vous donne la possibilité, dans le cadre du webinaire, de pouvoir poser vos questions. Et là, ça sera vraiment très enrichissant pour vous de participer à ce webinaire, indépendamment du fait qu'à la fin du webinaire, vous aurez la possibilité d'avoir un voucher pour pouvoir passer la certification gratuitement. Après, pourquoi la dernière règle d'or, je mets pratiquer, 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 même si ce n'est pas exigé dans le cadre de l'examen, c'est parce que, alors, c'est toujours lié en fait à votre méthode d'apprentissage, mais je trouve qu'il est toujours plus facile de retenir quelque chose quand on le fait. C'est exemple, vous pouvez très bien, je vais reprendre l'exemple de la conduite. C'est pas parce que vous êtes passager dans une voiture que vous savez conduire la voiture. Voilà, je pense que c'est relativement flagrant sur ce genre d'exemple. Eh bien, sur l'informatique, c'est pareil. C'est pas parce que vous voyez une vidéo qui vous fait une démo du comment faire ça que vous allez savoir le faire. Il faut le faire, il faut le faire, il faut se rendre compte que, ah bah tiens, ouais, dans la vidéo, il y avait ça, mais finalement, c'est pas comme ça que ça se fait, etc. Parce qu'en plus, par rapport aux vidéos tutoriels ou aux descriptions des tutoriels, ce n'est pas impossible qu'entre-temps, il y ait eu des petites modifications qui ont été faites. Et résultat des courses, ces petites modifications, bah, vous allez vous les prendre directement en live en faisant le lab, alors que si vous regardez la vidéo, à aucun moment donné, vous ne pourrez prendre conscience de ce type de mésaventure. Et comme je vous ai dit que les examens sont régulièrement mis à jour, si à un moment donné, il y a une des étapes pour faire un process qui a changé, ça risquera d'être changé dans le cadre de l'examen. Et vous, bah, dans la vidéo que vous avez vue en tutoriel qui date de 1 an, 2, voire 3 ans, ça n'aura pas changé et du coup, vous ne serez pas sur le bon process pour effectuer l'action. Donc voilà pourquoi je vous invite à pratiquer. Il n'y a absolument pas d'obligation, hein. On est toujours dans le mode d'auto-apprentissage, etc. Mais c'est un conseil que franchement, je vous invite à suivre très vivement. Dans les méthodes de travail, c'est pareil. Quand vous faites du MS Learn, c'est de la lecture. C'est parfois quelques hand-on lab. Alors, fondamental, si on n'a pas énormément. Donc, moi, je vous invite à prendre des notes. Donc, en ce qui me concerne, moi, je me lance de plus en plus sur ce qu'on appelle le visual thinking, c'est-à-dire qu'en fait, je fais ce qu'on appelle du sketchnoting, c'est-à-dire qu'en fait, mes notes, en fait, je me suis rendu compte que quand je m'ennuie, je fais des dessins. Je pense que je ne suis peut-être pas la seule dans l'assemblée qui, en réunion, gribouille des petits dessins, même si on n'est pas artiste, hein, je ne suis pas du tout Van Gogh, fait des petits gribouillis dans des coins de page, etc. Ce qui ne vous empêche pas, en fait, d'écouter la réunion. Mais du coup, moi maintenant, au lieu que mes petits dessins soient des carrés, des triangles, des trucs qui servent strictement à rien à part noircir ma page, ben, ça devient en fait des petits dessins en corrélation avec ce que je suis en train d'entendre. Et le sketchnoting que j'ai découvert il y a peu, en fait, permet aussi très très rapidement de structurer son esprit pour isoler ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, ça vous permet aussi, déjà parce que vous avez fait un focus de concentration sur ce que vous êtes en train d'écouter, ça vous permet déjà d'apprendre. Ça ne vous donne pas l'obligation de relire et relire vos notes. Et en plus, moi j'avoue qu'en sketchnoting, en fait, mes notes en dessin, je trouve ça beaucoup plus sympa à lire que simplement des pages de texte comme ça qui deviennent assez vite très rébarbatives à lire, quoi. Dès qu'il y a des hand-on labs, je vous invite à les faire. Alors, de toute façon, vous avez la possibilité d'avoir accès à des comptes Azure gratuits. Au niveau de Power Apps, vous pouvez déclencher le Power Apps Community qui va vous permettre de développer une apps sans aucun problème, sans limitation. La seule limitation que vous avez dans Power Apps Community, c'est que vous ne pouvez ne publier qu'une seule application. Voilà, après, il faudra passer sur une version payante si vous voulez développer plus d'une application. Mais si vous êtes dans le cadre de l'apprentissage ou vous avez besoin d'avoir une sandbox, Power Apps Community, c'est parfait. Si vous avez un compte Microsoft 365, vous avez la possibilité de déclencher Power BI Free, le Power Virtual Agent en mode trial, etc. Donc tout ça, ce sont des outils que vous pouvez déclencher assez facilement dans le cadre de votre apprentissage. Après, là, vous avez le lien vers le MS Learn, donc on vous le redonnera dans le chat un petit peu plus tard.
Et c'est en fait là, c'est vraiment le parcours dédié à Power Apps. Donc du coup, ça vous permet en fait pas à Power Apps, pardon, à Power Platform Fundamentals. Et derrière, ça vous permet déjà de savoir comment aborder les 5 thématiques qu'on a vues précédemment, qui sont, j'ai oublié de le dire, en fait, estimées, c'est pondéré en fait entre 15 et 20%. C'est-à-dire que s'il y a un des thèmes sur lequel vous êtes totalement nul et que vous avez 0, ça ne veut pas dire que vous allez rater la certification. Ça veut simplement dire que on vous demande d'avoir 70% de bonnes réponses. Si vous faites totalement l'impasse sur un sujet, admettons, vous allez partir potentiellement sur un maximum 80-85% de bonnes réponses parce que vous avez fait l'impasse sur un des sujets. Alors, réussir à un score de 70% alors que le score maximum qu'on est capable d'atteindre, c'est que 80%, là, ça devient un petit peu plus aléatoire. Alors, faire l'impasse sur deux des modules par rapport à ceux qui sont demandés, c'est quasiment l'échec assuré parce que potentiellement, vous avez diminué votre capacité de bonne réponse en considérant que vous répondez bien à 100% des questions qu'on va vous poser, et vous aurez maximum 60 à 70% des bonnes réponses. Donc, pour moi, là, vous êtes à la limite de l'échec assuré, en fait. Le visual thinking, voilà, ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais des petits dessins ou je note des mots, etc. Et après, j'ai des flèches qui relient tel concept à tel concept. Donc, voilà. Dans le cadre de Cloudерcity, donc le site internet, on a pris un petit peu de retard pour le publier, mais on va le publier très rapidement. Je vais m'amuser à modéliser parce qu'il y a beaucoup de tutoriels de formation et de conseils de formation sur les certifications qui sont faits via des PowerPoint avec les points les plus importants à retenir. Donc ça, c'est particulièrement bien fait. Et donc, du coup, refaire ce que d'autres font très bien, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, je me dis que finalement, je vais peut-être proposer en fait des espèces de fiches de notes en visual thinking qui vont faire des résumés en fait des connaissances fondamentales à connaître sur tel ou tel sujet. Donc voilà, on va le faire plutôt comme ça. Au niveau des offres de Microsoft, je vais accélérer un petit peu parce que je vois l'heure passer. On a donc les webinaires de Microsoft que vous pouvez retrouver sur Microsoft Event ou sur le Community Event. Sur Community Event, là, c'est du FRFR, donc ça veut dire que vous aurez surtout les événements français. Sur le Microsoft, la première URL, vous aurez à la fois français et anglais. Et du coup, ça vous permet, si par exemple, vous avez raté l'opportunité de suivre un webinaire en français, et par exemple, si on prend l'exemple des dates qui ont été annoncées hier. Par exemple, pour Power Platform, il y a un webinaire là, qui va avoir lieu dans très bientôt, qui sera le 9 mars, et le prochain aura lieu au mois de mai. Donc, si finalement, au 9 mars, vous n'avez plus du tout de place et que ça ne vous gêne pas trop de suivre un webinaire en anglais, et bien du coup, sur l'URL de event.microsoft.com, vous aurez la possibilité de regarder s'il n'y a pas un autre webinaire qui est disposé en langue anglaise et qui vous donnera aussi la possibilité d'obtenir un voucher pour passer la certification. Donc voilà. Alors, avant d'aller plus loin, comment ça se passe quand vous passez un webinaire? Alors, il y a deux solutions. Soit c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre éducation, parce qu'en fait, il y a plusieurs départements chez Microsoft. Et du coup, en fait, vous allez être orienté vers ScaleUp, et c'est ScaleUp qui va s'occuper de votre inscription à la certification, etc. Et il faudra suivre en fait les consignes que ScaleUp vous donnera. Soit c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre des Microsoft Partners, et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas un accès sur ScaleUp parce qu'en fait, Microsoft fonctionne différemment dans ce cas-là, et vous allez vous retrouver en fait à générer vous-même votre inscription via donc la page de PL900 certification sur le MS Learn, et vous cliquez et vous allez passer sur Person View, ou actuellement, puisqu'on est encore en pandémie, c'est beaucoup plus simple de le passer chez vous. Et passer sa certification chez soi, ça implique d'être capable de présenter un endroit de travail sur lequel il n'y aura pas 36 000 écrans connectés, parce que c'est un examen. Attention, vous êtes sous vidéosurveillance. Ça implique aussi que vous n'ayez pas les enfants qui viennent vous déranger pendant l'heure de certification, parce que ça dure à peu près 1 heure, et que vous puissiez vous concentrer, qu'il n'y ait pas de bruit parce qu'il y a le micro qui est quand même allumé. Il y a derrière en fait un modérateur qui vérifie que vous passez bien dans des conditions les plus proches possibles de l'examen. Alors derrière, pour la petite anecdote, moi j'ai
un ami qui, son seul moyen de s'isoler, c'était de passer sa certification dans sa salle de bain. C'est possible. Bon, c'est un peu plus épique, mais ça reste du possible en fait. Donc voilà. Et comme je vois l'heure passer, donc pour aller plus loin, en conclusion, donc je vous invite à me contacter ou à vous signaler dans le chat pour obtenir le voucher pour un examen blanc, parce qu'en fait, vous aurez dans le cadre du webinaire la possibilité d'avoir un voucher pour passer l'examen, mais en fait, il existe des examens blancs et là, Microsoft, en fait, nous favorise parce qu'en fait, il vous donne la possibilité d'avoir un voucher pour passer un examen blanc via MeasureUp, qui est en fait l'organisme officiel que Microsoft a sélectionné pour les examens blancs. Et vous verrez sur Internet, il y a plusieurs autres organismes qui proposent des examens blancs, mais ce ne sont pas ceux qui sont agréés par Microsoft. Alors, il y en a beaucoup qui sont très proches, hein, on ne va pas se mentir. En règle générale, vous allez avoir entre 60 à 70% de questions que vous aurez déjà vues dans un ancien examen blanc ou dans un examen blanc sur une de ces plateformes que vous aurez vu à l'examen. Donc, c'est déjà vous donner beaucoup plus de chance. Après, passer les examens blancs, ce n'est pas dans l'objectif de connaître par cœur toutes les réponses, c'est plus dans l'objectif de comprendre. C'est sur le même principe que quand vous passiez des tests blancs dans le code de conduite, c'est de comprendre l'état d'esprit des questions. Ça, c'est important. Parce que des fois, en fait, il y a des petites questions pièces, c'est exactement comme dans le code de conduite, faites attention aux doubles négations, faites attention à, c'est des fois, telle entreprise ne veut pas faire ça, machin, donc qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Et vous voyez les propositions, et dans les propositions, ce sont des choses qu'on peut faire. Donc, vous allez dire, bah oui, ça, je peux faire. Mais non, on ne vous demande pas ce qu'elle peut faire, on vous demande ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et pour aller plus loin, moi, je vous invite à préparer, si vous pouvez, la MB901 en même temps que la PL901, parce qu'elles sont très corrélées, en fait, entre elles. Et ça vous permettra, du coup, d'avoir une connaissance globale des deux côtés. Et parce qu'en plus, vous avez la possibilité de passer un webinaire, enfin, de vous inscrire à des webinaires qui vous permettent d'avoir également le voucher pour la MB901. Donc ça, c'est plutôt, du coup, ça vous fait 2 certifications pour le prix d'une, qui est 0 de toute façon. Et ensuite, après la PL900, la logique des choses, c'est passer sur la PL100, qui là, pour le coup, va vous demander d'être beaucoup plus pragmatique et de savoir faire les choses en vrai, parce que potentiellement, vous aurez des end-on labs. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me recontacter via les réseaux sociaux ou via le chat. De toute façon, je resterai connectée encore cet après-midi si vous avez des questions et pour aussi vous confirmer le fait qu'on ait bien pris votre inscription pour l'examen blanc si cela vous intéresse. Merci beaucoup. Je crois qu'on est sur le timing. N'hésite pas à me dire l'heure, Chloé, mais je dois être dans mon timing en théorie. Oui, c'est tout bon. Parfait. N'hésitez pas à remplir le questionnaire pour dire si la session vous a plu ou pas. Et indépendamment de ça, ça vous permet de gagner des cadeaux. Donc, c'est toujours bon à prendre. Tu as des questions dans le chat, Chloé ou... Il y a eu une question, j'ai répondu. Une personne demandait s'il était possible de la passer en français. Donc oui, c'est possible. Il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Oui, alors les fondamentals, vous avez généralement la possibilité d'avoir le choix entre le français et l'anglais. Et alors la petite particularité, c'est que si vous choisissez français, vous pouvez pendant l'examen switcher aussi pour l'anglais parce que moi personnellement, les certifications que j'ai passées en français, j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué qu'en anglais parce que j'ai suivi tous mes cursus d'apprentissage en anglais. Et parce que finalement, il y a des termes techniques que je ne connais pas en français au final. Donc, du coup, vous avez la possibilité pendant l'examen de switcher, surtout si vous le passez avec Pearson VUE. Du coup, ça, c'est plutôt bien fait, quoi. Alors, donc, ça, c'est possible. Mais faites attention, c'est pas toujours, alors, sauf si vraiment vous êtes très, très mauvais en anglais, mais c'est pas toujours plus facile de passer en français qu'en anglais. Tout dépend de la façon dont vous travaillez au quotidien, au final. Et l'examen, c'est à peu près entre 30 et 50 questions, ça dépend de l'examen sur lequel vous tombez, et ça dure entre 60 et 90 minutes selon l'examen. Mais considérez, en moyenne, c'est plutôt 60 minutes sur les fondamentaux.
Et pour le coup, sur les certifications ultérieures, on est plutôt sur 180 minutes, plutôt sur 3 heures, s'il faut compter. On a des retours par rapport au voucher, du coup, des personnes qui demandaient la démarche, etc. Il y a une personne qui t'a écrit directement sur LinkedIn. Parfait. Voilà. En fait, moi, je vais prendre tous les noms et les coordonnées avec la garantie que votre adresse email ne sera pas utilisée à des fins commerciales. Mais par contre, je vais quand même être obligée de les communiquer à Microsoft parce que c'est eux qui vont vous donner. Ce n'est pas moi qui vous offre le voucher, je suis très claire là-dessus, c'est Microsoft. Donc, du coup, il va falloir quand même leur donner le moyen de communication pour qu'ils vous recontactent et qu'ils vous envoient la procédure à suivre pour pouvoir en bénéficier. Mais là, sur le coup, on vous garantit en termes de RGPD que ces données ne seront pas utilisées à des fins commerciales et qu'ils ne seront pas communiqués. Même moi, je ne les garderai pas pour le compte de ma société ni pour celui de mes associations. Donc, derrière, ça sera à vous de refaire la démarche quand on publiera Cloudерcity, par exemple, de refaire la démarche, de vous inscrire, etc., si vous voulez bénéficier d'un coaching sur votre certification. Il y a une personne qui demande si est-ce que MS Learn est suffisant pour se préparer à la certification. Moi, j'ai tendance à dire que non. Il y a des parcours, non, dans l'ensemble, il est très bien fait, mais j'ai tendance à dire que non parce que il faut, ou alors, oui, si vous lisez réellement tous les liens qui vous sont fournis dans MS Learn. Et là, pour le coup, vous ne prenez pas, parce que par exemple, sur le début du parcours, on vous dit, je ne sais plus, 6 ou 7 heures de formation. Là, considérez que vous doublez le temps. Mais si vous avez dans votre planning, etc., vous le faites. Mais si vous faites que MS Learn et que vous ne suivez pas les liens qui vous sont proposés dans le cadre de MS Learn, ça ne sera pas suffisant. Je pense que ça ne suffira pas. Et par contre, mais il faut, et de toute façon, même si vous lisez les autres liens, moi je vous invite, surtout que là vous avez la possibilité d'y avoir accès gratuitement, à faire au moins un examen blanc pour bien comprendre l'état d'esprit. Et en plus, je pense que ça vous rassurera aussi, surtout si c'est la première fois que vous passez ce type de certification. Il y a une question de Vincent. Combien de temps faut-il prévoir pour se préparer lorsqu'on connaît un peu les outils de la Power Apps? Alors, en toute objectivité, moi, je suis très, très habituée et là, ce n'est pas la première certification que je passe. Pour la Power Platform, j'ai dû me consacrer 1 jour et demi à temps plein, en ce qui me concerne. Sur une personne qui ne connaît pas du tout et qui n'est pas forcément à l'aise, je vais considérer, donnez-vous 3 ou 4 jours à temps plein. Donc, tout dépend comment vous le répartissez dans votre semaine. Mais grosso modo, si vous arrivez à bosser tous les soirs, machin, etc., on va considérer, mettez-vous sur une bonne semaine de préparation en étant régulier, quoi, en fait. L'objectif, en fait, c'est pas forcément quand vous avez suivi le webinaire. Alors, quand vous faites un webinaire, il est conseillé de passer la certification dans les 2 mois qui suivent le webinaire. Pas parce qu'après le voucher n'est pas valable, simplement parce que statistiquement parlant, au niveau de Microsoft, on a constaté que les gens, s'ils ne le passent pas dans les 2 mois, ils ne le passent pas du tout. Et du coup, perdre le voucher, c'est un petit peu dommage. Donc, parce que vous aurez perdu et le voucher et le temps que vous aurez passé dans le webinaire. Et parce qu'en plus, vous aurez les infos fraîches à la suite du webinaire. Donc, du coup, c'est bien de profiter de cette synergie. Donc, voilà. Et du coup, moi, oui, j'aurais tendance à vous conseiller, par exemple, dans le webinaire, soit vous êtes super confiant et bon, vous pouvez vous inscrire pour la semaine qui suit. Ça, c'est ce que moi j'ai fait, mais je ne suis pas toujours l'exemple à suivre. Hein. Je suis plutôt en mode tête brûlée sur certaines choses. Mais moi, donnez-vous 2 ou 3 semaines, histoire un petit peu et de ne pas vous mettre la pression et de vous donner le temps un petit peu d'aller un petit peu à la pêche d'infos, etc. Parce que finalement, si vous commencez à faire les hand-on slab, vous allez prendre un petit peu plus de temps sur votre préparation. Le temps minimum, pour moi, c'est minimum une journée si vous êtes déjà très bon, très confiant, quoi, en fait. Voilà. D'autres questions, pas d'autres questions, mais même si vous avez d'autres questions qui viennent après, n'hésitez pas, vous pouvez les passer, les poser dans le chat ou plus tard, c'est pas un problème. C'est pas comme si je partais sur Mars, pour l'instant, il n'y a qu'un robot, il n'y aura pas moi.
Il y a une personne qui demande est-ce que l'APL 900 prépare pour l'APL 400? Non. Non. Oui, parce que ce sont les bases. Mais en tout cas, l'APL 400, il faudra aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin que l'APL 900, quoi, en fait. Mais c'est un bon début. Mais vous pouvez très bien passer l'APL 400 sans passer l'APL 900. Hein. C'est pas totalement hérétique non plus. Maintenant, quand vous avez la possibilité de passer une certification gratuite, autant la passer. Ça vous fait entre guillemets un dry run par rapport à l'autre. Mais ça sera beaucoup, beaucoup plus soft et plus light que l'APL 400. Ça, c'est indéniable. Et la dernière question, c'est de Brice qui demande est-ce que ça vaut le coup de passer par un organisme de formation qui nous vend une prépa à l'assertif? Il dit je préférerais du contenu gratuit en ligne comme MS Learn. Ouais, clairement. Sur les fundamentals, oui, moi je vous déconseille, à moins que ce soit gratuit pour vous, que c'est payé par une entreprise, ça fait partie de déduction fiscale, donc je ne rentrerai pas dans ce jeu-là, mais si ça sort de votre porte-monnaie, moi, franchement, là, vous avez la possibilité de passer gratuitement l'APL 900, donc c'est l'équivalent d'un voucher de 99 €. Vous avez la possibilité d'avoir un examen blanc gratuitement, qui est l'équivalent de 150 €. Enfin, c'est ce qui est facturé en tout cas à Microsoft quand il vous offre un examen blanc. Donc, voilà, gardez ces 250 € dans la poche. Et quand vous avez réussi à votre certification, payez-vous un bon resto quand ils seront ouverts, quoi. Moi, c'est plutôt mon conseil. Et comme ça, je pense que vous apprécierez d'autant plus votre réussite dans votre certification. Ou alors, utilisez ces 240 € économisés pour passer une autre certification, si vous voulez être plus sérieux. Ok. Et la toute dernière question, après, on va laisser les personnes rejoindre les autres sessions qui ont déjà commencé. Quel est le principe des numéros 900, 100 et 400? Alors 900, c'est parce que Microsoft a mis en place les fundamentals après les 100 et 400 en fait. Voilà. Donc, et sinon, à la base, dans la nomenclature, on a déjà, par exemple, quand on donne des conférences, on dit qu'il y a les niveaux. Donc 100 c'est débutant, 200 c'est intermédiaire, 300 et 400 c'est avancé à super avancé, enfin genre à deep learn quoi en fait. Donc voilà, du coup, c'est ce que Microsoft a un peu gardé dans l'esprit de sa nomenclature de certification. Et comme en fait le 100 qui là du coup est pas le débutant, mais plutôt le niveau de base à connaître quand on est vraiment dans la pratique, comme ça c'était déjà utilisé, c'est pour ça que Microsoft a mis en place les niveaux 900, parce qu'avant d'arriver à 900, il y avait de 400 à 900, il y avait beaucoup de vide. Donc du coup, les 900, et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils rajoutent Fundamentals, pour bien préciser que c'est du basique de basique en fait. Et après, les 100, ça va être les certifications, entre guillemets, niveau technicien. Donc 100, dans les DP, il y a aussi des 200, donc ça va être c'est les niveaux technicien à technicien avancé. Et après, quand vous arrivez sur les 300, 300 par exemple, moi je vois la Z300, etc., vous êtes sur vraiment des certifications en mode expert. D'ailleurs, c'est ce qui vous donne derrière des badges différents qui vous permet d'avoir le expert. Les autres vont donner des badges un peu genre développeur associate, etc. Donc, c'est un petit peu en deçà d'expert, mais ça n'empêche pas la compétence, en fait. Et il y a aussi, par exemple, sur Azure, on a aussi la AZ500 sur la sécurité, tout simplement parce que les autres numéros étaient pris et que, voilà, on a la 400 sur DevOps. Donc, du coup, là, on n'est plus dans un niveau de level technique, on est plus parce que 100, 200, 300, c'était pris. Donc, du coup, après, on commence à faire du 400-500. Donc, voilà pourquoi derrière, vous aurez des 400-500. Mais une 400 n'est pas forcément supérieure à une 300. C'est simplement que c'est dans un autre domaine. Par contre, vous restez dans un domaine d'expertise ou à minima associate de technicien avancé, en fait. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne continuation. Et n'hésitez pas, de toute façon, je ne suis pas sur une île déserte. Je reste assez joignable si vous avez des questions. Merci beaucoup, Estelle. Merci bonne journée. Tous.